Alors il y a une définition communément admise aujourd'hui de ce qu'est la biopiraterie. On peut dire que c'est l'appropriation frauduleuse des ressources biologiques et des savoirs traditionnels qui sont associés. Donc cette définition, on va dire que c'est une définition communément admise qui ressort en fait aujourd'hui du droit international, puisqu'il existe aujourd'hui en droit international des textes qui justement se sont chargés en fait de réguler le problème ou la question de la biopiraterie. Et cette définition que je viens de donner, en fait, elle résulte de ces textes-là, notamment la Convention sur la diversité biologique de 1992, ainsi que le protocole de Nagoya, qui est un protocole additionnel à cette convention de 1992. Plus concrètement, en fait, la biopiraterie, ça implique la plupart du temps plusieurs acteurs. Tout d'abord, on va dire des acteurs du nord du globe, à savoir ce qu'on appelle les entreprises, les multinationales de l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, qui, par des différents biais, en fait, se rendent dans les pays dits du Sud pour justement y puiser dans les réserves de biodiversité, pour y puiser en fait ce qu'on appelle les ressources biologiques de la planète, pour développer leurs propres produits ensuite en Europe, que ce soit des médicaments, des produits alimentaires, voire des crèmes cosmétiques, par exemple. En plus de capter des ressources biologiques dans ces pays du Sud, ces entreprises multinationales dont je parle, elles s'appuient souvent la plupart du temps sur des connaissances locales, connaissances qu'on appelle les connaissances traditionnelles, savoirs traditionnels. Ce sont des savoirs en fait détenus par des communautés rurales ou autochtones vivant dans les pays du Sud du globe, la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on parle de peuples autochtones. Et toute la problématique vient de là, finalement, au final, savoir que l'appropriation frauduleuse de ces ressources et de ces savoirs traditionnels autochtones. Pourquoi frauduleuse? Parce que la plupart du temps, il a été constaté en fait que eh bien, ces ressources, ces savoirs ont été pillés, en tout cas ont été pris par ces entreprises multinationales sans en référer au préalable aux détenteurs originels de ces ressources et de ces savoirs. Et après les avoir utilisés, après avoir exploité ces ressources, sous forme de brevets d'invention notamment, eh bien, qui plus est, ces entreprises multinationales du Nord n'offrent aucune compensation en retour aux pays du Sud et à leur population locale. Voilà, c'est pour ça qu'on parle en fait d'appropriation frauduleuse, et c'est donc la définition de la biopiraterie. Comment les cas de biopiraterie viennent à ma connaissance, ou à notre connaissance? Ils ne viennent pas forcément à ma connaissance à moi seul. Moi, je travaille en fait en France avec des ONG qui défendent les peuples autochtones, ICRA notamment, France Liberté. Et ces ONG, en fait, elles ont, elles ont des réseaux de communication. Elles sont parfois connues, célèbres, pour leurs actions. Et donc, le fait qu'elles disent qu'elles s'intéressent à la biopiraterie, effectivement, qu'elles décrivent ce phénomène, qu'elles communiquent là-dessus, qu'elles sensibilisent, forcément, au bout d'un moment, il y a des remontées qui se font. Et les premiers cas en fait, qu'on a eu en fait, de biopiraterie, c'est arrivé comme ça. En fait, c'est des remontées en fait, par le biais de réseaux d'ONG en fait, un peu partout dans le monde, en particulier en Amérique du Sud, mais également en France. Parce que c'est un des problèmes de la biopiraterie, c'est que ce sont des phénomènes qui sont assez difficiles à déceler. C'est complexe en fait. Lorsque justement on a une remontée d'informations, à France Liberté par exemple, eh bien avant de se dire oui c'est un cas avéré de biopiraterie, on va quand même vérifier 2-3 choses, selon les critères qu'on a préétablis. On va instruire le dossier comme on dit, pour voir si oui ou non on a véritablement affaire à un cas de biopiraterie, qu'on estime nous être un cas de biopiraterie. Donc on a reçu beaucoup de dénonciations, de courriers de cas de biopiraterie, mais tous n'ont pas été poursuivis, si vous voulez en fait. Voilà, et on est obligé aussi de choisir finalement ceux qui nous paraissent les plus emblématiques, en fait, parce que l'idée c'est aussi, même si on poursuit les cas, effectivement, on aura l'occasion d'en parler, l'idée c'est quand même aussi de faire parler de la biopiraterie et voilà, d'avoir des cas en fait qui sont des cas avérés de biopiraterie. Alors, il faut dire que dans les années 80-90, le moment où a émergé ce phénomène, où on a pris conscience de ce phénomène, c'est-à-dire en fait
de l'exploitation de ces richesses biologiques du Sud par les multinationales du Nord, il n'y avait a priori aucune règle qui interdisait de le faire. Juste en fait un constat que c'était une injustice en fait, et moralement que c'était inacceptable. Hein, le fait qu'il n'y ait aucune compensation en faveur des pays du Sud, et notamment des populations locales. Ce constat est allé de pair avec, tout le monde le sait aujourd'hui, ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. Puisqu'il se trouve en fait que ces populations détentrices, ces savoirs traditionnels locaux, sont également les gardiens de la biodiversité au plan local et donc aussi au plan mondial finalement. L'idée, c'est ici, en tout cas ça a été pour la communauté internationale, pardon, à un moment donné, de mettre le holà et de dire si on laisse le phénomène de biopiraterie se développer sans aucune régulation internationale, ça va faire qu'augmenter l'érosion de la biodiversité. Hein. Donc il a fallu mettre des règles rapidement parce que effectivement on sentait que bon, il y a dans les pays du Nord, eh bien, il y avait un besoin, je dirais, croissant chez les consommateurs de produits bio, de produits naturels. Et en même temps, bon, aussi, alors ça c'est autre chose, du côté de la propriété intellectuelle, des multinationales qui se mettent à breveter des produits ou des procédés qui portent sur le vivant, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc il y a un emballement de règles et de phénomènes sociologiques et économiques dans les pays du Nord qui fait qu'on se dit à un moment donné, sur la scène politique internationale, il faut mettre un terme à tout ça, sinon il y a un risque très important que ça contribue à l'érosion de la biodiversité. Et donc, a été adoptée en 1992, il y a eu tout à l'heure, une importante convention internationale, qu'on appelle la convention sur la diversité biologique, qui, pour la première fois, en fait, dans le but donc justement de vouloir mettre un frein à cette érosion de la biodiversité, pour la première fois, tente de réguler en fait l'accès aux ressources biologiques de la planète et leur utilisation. Voilà. Alors la Convention de 92, c'est un premier outil pour les autochtones, finalement, hein, un premier fondement juridique sur lequel ils peuvent s'appuyer aujourd'hui, puisqu'il est fait mention d'ailleurs dans cette convention, et c'est la première fois dans un texte international qu'il est fait mention en fait des savoirs traditionnels autochtones et du fait que ceux-ci contribuent à la préservation de la diversité biologique de la planète et également qu'il faut les protéger. Convention sur la biodiversité 1992. Mais ce texte est un texte, on va dire, large, c'est ce qu'on appelle une convention cadre en droit international, et il a fallu la préciser, cette convention, et c'est pour ça qu'en 2010, assez récent, hein, eh bien, on a adopté un protocole additionnel qu'on appelle le protocole de Nagoya, qui a pour objectif de mettre en œuvre certaines dispositions de la Convention, et en particulier les dispositions relatives à l'accès aux ressources génétiques et à la protection des savoirs traditionnels. Voilà, donc. Et ce texte est entré en vigueur en 2014, c'est vraiment très récent. Et donc aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui des traités internationaux contraignants que les autochtones donc, peuvent invoquer. Alors, le problème, c'est que ça ne signifie pas que la biopiraterie n'existe plus, bien au contraire. Parce qu'il faut pouvoir les mettre en œuvre, ces textes. Et on imagine bien combien ça peut être complexe, puisqu'on part d'un niveau qui est au niveau international, politique, où il faut aller quand même vers le local, parce que les autochtones, c'est le local. Et on en est aujourd'hui là, en fait. On en est là, en fait, c'est comment mettre en œuvre ces textes qui sont destinés à protéger, en tout cas à protéger les autochtones et leur savoir, et à réguler, en fait, la circulation des ressources biologiques de la planète. Actuellement, en fait, je travaille avec France Liberté sur un cas bien précis de biopiraterie. Nous menons une procédure actuellement devant l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets, qui est situé à Munich, Allemagne. C'est un institut de propriété intellectuelle qui délivre des brevets qui ont une validité sur l'ensemble du territoire européen, donc qui délivre des brevets à des entreprises multinationales, comme je l'ai dit, hein, en matière pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire, par exemple. Il se trouve que nous avons choisi justement de défendre ce cas et de le contester un brevet devant l'OEB, parce que ça concerne en fait un brevet
issus des territoires de l'outre-mer français. Et donc ça concerne en fait les autochtones français. Plus particulièrement, il s'agit d'un brevet déposé en plus, non pas par une entreprise cette fois-ci, mais par un institut de recherche public français, qu'on appelle l'IRD. Je le dis ici sans problème parce que c'est public en fait, on a communiqué là-dessus. Donc l'Institut de recherche et de développement en France, qui donc avait déposé des brevets, mais c'est pas le seul, qui a déposé en l'occurrence un brevet à partir des savoirs traditionnels des populations locales guyanaises, amérindiennes, concernant en fait les propriétés anti-paludiques, pour lutter contre le paludisme donc, d'une feuille, d'une plante qu'on trouve là-bas en Guyane et qui s'appelle, alors pour eux là-bas les Amérindiens ça s'appelle le quachi, et pour nous c'est, le nom scientifique c'est Cassia amara. Bon, voilà. Donc ces populations amérindiennes connaissent depuis des générations les propriétés, les vertus de cette plante pour lutter contre les maladies tropicales, les fièvres, le paludisme, etc. Et il se trouve, en tout cas nous on s'est rendu compte de ça en instruisant le dossier, que si vous voulez, l'IRD, donc l'Institut de recherche et développement, avait prospecté, ça se passe dans le courant des années 2000, avait prospecté en Guyane auprès des populations amérindiennes pour savoir quelles plantes elles utilisaient. Elle les avait questionnées, interrogées, observées, pour savoir comment ils s'y prenaient. Et puis, au bout de certains temps, fort de leurs observations, eh bien, ils sont retournés en Europe, en métropole, c'est comme ça, et ils ont déposé un brevet au sein de l'Office européen des brevets pour cette molécule, qu'on appelle la SKE, qui donc a des vertus anti-paludiques. Nous avons contesté, parce qu'il faut savoir, en fait, devant l'Office européen des brevets, en fait, n'importe qui peut contester en fait, le dépôt. Donc on s'est opposé en fait au dépôt de ce brevet. Bien évidemment, nous avons aussi consulté les populations locales avant de le faire, qui étaient d'accord. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont estimées également spoliées. Elles n'étaient même pas au courant. Elles n'étaient même pas au courant qu'un brevet d'invention avait été déposé à partir de leur savoir traditionnel. Voilà. Et donc on en est là aujourd'hui en fait. Et on attend en fait une décision de la part de l'Office européen des brevets. Ça prend pas mal de temps. Et en face, on a l'Institut de recherche et développement, qui est donc un institut public français qui se défend bec et ongle aussi. Voilà, donc on attend la réponse, parce qu'on aimerait faire ce qu'on nous dit, on aimerait faire jurisprudence, quoi. Après, s'agissant d'un cas suisse, alors si vous voulez, les cas de biopiraterie, le problème, c'est que potentiellement, il y en a sans doute des centaines, voire des milliers, supposés, mais voilà, il y en a qui émergent parce qu'on les découvre un petit peu, comme je l'ai dit, parce que certains cas sont dénoncés par le biais des ONG, ou parce qu'on va faire des recherches sur les bases de données des instituts, propriétés industrielles, un peu au hasard, il faut le dire, c'est un peu parfois aléatoire. Et il se trouve, alors que voilà, vous ici en Suisse, effectivement, il y a pas mal d'entreprises pharmaceutiques, donc voilà, qui sont, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais qui sont concernées par la question de la biopiraterie. Et il y a également des entreprises multinationales de l'agroalimentaire bien connues, et donc certaines d'entre elles ont été effectivement visées par des cas de biopiraterie. Ça a été le cas notamment lorsque a été lancée la campagne pour les Guaranis du Paraguay notamment, à propos de la feuille de stevia. Voilà, le stevia qui est utilisé donc, par ces populations Guarani du Paraguay depuis des générations également pour édulcorer en fait leur alimentation et leur boisson. Voilà, et bien, il se trouve qu'il y a des entreprises aujourd'hui, on le sait, qui ont développé des molécules édulcorantes à partir de cette feuille de stevia et qui la vendent dans des boissons par exemple, ou dans des aliments, comme étant de la stevia authentique, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Voilà. Et ça concerne, si on s'y penche bien, ça concerne effectivement beaucoup d'entreprises, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, mais également de l'agroalimentaire essentiellement. Voilà, alors voilà, il y a eu une campagne qui a été faite, donc, qui visait plusieurs entreprises. C'était pas forcément un recours judiciaire, mais vraiment plus une forme de ciblage et de nécessité d'avoir un retour d'explication par rapport au fait qu'ils utilisaient cette substance. Est-ce que oui ou non ils avaient conscience que c'était de la biopiraterie. Voilà. Et il se trouve que les entreprises suisses ont répondu
alors que d'autres n'ont pas répondu, hein, comme les entreprises américaines, sur cette question-là.